Il ne s'agit pas ici de rentrer dans les détails, mais plutôt de présenter en quelques dates une version généralement attestée de l'histoire des arts martiaux chinois. Il faut rappeler qu'il est difficile d'avoir des certitudes sur les faits et sur l'existence des personnages qui composent cette histoire en raison de l'absence d'écrits authentiques. Ceci arrange souvent les différentes écoles car elles peuvent, en manipulant les événements, les noms, les dates et parfois même les lieux, présenter chacune une version qui valide leur héritage martial comme l'un des plus exceptionnels. Ne tombons pas dans ce piège, si la sincérité et la transparence ne font plus partie des valeurs de certains enseignants, cela ne doit pas vous aveugler. Retenez que ce n'est pas son histoire qui fait d'une école une bonne école, mais la qualité et la pertinence des enseignements qu'elle transmet. Même si des techniques de combat sont nées dès lors que l'homme a eu à affronter des animaux ou d'autres hommes, nous choisirons de désigner par art martial l'alliage de méthodes destinées à améliorer la force et la santé du corps ainsi que celle de l'esprit avec des sciences guerrières. Notre point de départ sera donc l'arrivée de Bodhidharma au temple Shaolin en l'an 527. Bodhidharma, connu également sous le nom chinois de Damo, était un prince du Kerala, une région du sud de l'Inde. On dit de lui qu'il était un bodhisattva, qui avait choisi de renoncer au nirvana afin d'éveiller les hommes à la pensée bouddhiste de l'école du Mahayana, le grand véhicule. C'est donc sous l'apparence d'un moine qu'il se rendit en Chine sur l'invitation de l'empereur Liang Wu. Les deux hommes ne parvinrent pas à s'accorder sur la manière de conjuguer la pensée bouddhiste et l'art de gouverner. Bodhidharma fut chassé et contraint de se réfugier dans un temple du nord de la province du Henan, le temple Shaolin. À son arrivée, il constata que le niveau de santé des moines bouddhistes qui y résidaient était très faible. En effet, pour ces moines chinois, seul l'esprit était digne d'être cultivé et le corps était alors considéré comme une vulgaire enveloppe de chair nécessaire à l'incarnation terrestre. De ce fait, il négligeait leur hygiène de vie au point de tomber malade et d'endurer des lésions articulaires causées par le maintien des postures de prière ou de méditation. Le moine indien prit conscience qu'il était crucial d'éveiller ses frères chinois sur le fait que l'élévation de l'esprit ne peut se faire au détriment du renforcement du corps et de sa santé. Si le corps est fort et que l'énergie y est abondante, cette énergie peut être canalisée afin de vitaliser l'esprit. La légende raconte que Bodhidharma décida alors de se retirer dans une grotte afin d'y méditer durant 9 ans. À l'issue de cette méditation, il aurait transmis 2 enseignements aux moines du temple Shaolin. L'un de ces enseignements portait sur l'art de transformer les muscles et les tendons, et l'autre sur l'art de nettoyer la moelle des os et le cerveau. On raconte qu'en suivant ces 2 méthodes, les moines du temple Shaolin développèrent une force physique considérable et qu'ils détenaient les clés de la maîtrise de leur énergie vitale. À cette époque, en Chine, les moines bouddhistes étaient autorisés à prendre les armes lorsque le pays était menacé par les invasions des pirates japonais. Les bases de la défense à main nue ou avec armes n'étaient donc pas totalement étrangères aux moines qui devaient parfois se défendre également contre les nombreux pilleurs qui opéraient sur les routes de la province du Henan. Lorsque ces quelques techniques de combat furent associées aux méthodes de développement physique et énergétique transmises par Bodhidharma, elles devinrent redoutables. Très vite, les prouesses physiques et martiales des moines firent parler d'elles et le temple Shaolin se bâtit petit à petit une solide réputation. On ne sait pas si cette version des faits est vraie, car si Bodhidharma est célèbre dans le monde, c'est surtout pour avoir été le fondateur du bouddhisme Chan, nommé également Zen. Il faut également préciser que les enseignements énergétiques qu'on lui attribue n'apparaissent en Chine que bien des siècles après sa mort. Alors que sait-on réellement de la naissance des arts martiaux au temple Shaolin? Rien de vérifiable, mais il semble bien que ce lieu ait compté parmi ses moines de farouches combattants quelques années après la venue de Bodhidharma, puisqu'en 621, le roi Qin, Li Shiming, fit appel à 13 moines guerriers du temple pour l'aider à former ses armées et à combattre le roi Zheng. Pour cet acte, le temple fut récompensé. Il reçut des terres et le droit de constituer une armée de moines soldats afin de les défendre. Dès lors, les arts martiaux du temple se développèrent avec comme axe central de travail la volonté d'élaborer une technique de défense à partir d'un concept de développement physique et énergétique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la pensée bouddhiste respecte la vie par-dessus tout. Cette pensée guide l'homme vers une purification personnelle nécessaire pour que celui-ci puisse vivre en paix avec lui-même et les autres. Développer une science guerrière au sein d'un temple bouddhiste semble donc être totalement contradictoire. Il faut, pour comprendre cette réalité, connaître le fondement théorique de la philosophie asiatique basé sur un principe universel qui dit qu'une chose n'existe dans notre monde que parce qu'il existe son contraire. Ainsi, pour les moines bouddhistes du temple Shaolin, la guerre était nécessaire à l'émergence de la paix. Il ne fallait pas s'y opposer car lorsque l'on s'oppose à quelque chose, on le nourrit. Au lieu de s'opposer à la guerre, les moines ont donc choisi de faire de son apprentissage un art de développement personnel destiné à mener l'homme vers la paix intérieure et extérieure. Se servir sans opposition de la force de quelque chose pour en entraîner la chute est bien le premier des principes issus des arts martiaux chinois. Le temple Shaolin et ses arts martiaux connurent ensuite des hauts et des bas, et si ce que racontent les annales du temple Shaolin n'est pas dénué d'intérêt, nous n'approfondirons pas plus le sujet.
Nous commençons à trouver des traces écrites de l'existence de styles martiaux bien définis, élaborés sur la base des boxes de Shaolin vers le XIIIe siècle. Mais c'est à partir de l'invasion mandchoue en 1644 que les enseignements du temple en matière de combat se transmirent massivement au peuple. L'objectif était double. Tout d'abord, préserver les arts martiaux de Shaolin et parallèlement former les rebelles afin de renverser les Qing pour réinstaurer les Ming. Cette volonté de lutter contre l'envahisseur fut capitale dans l'histoire des arts martiaux chinois. En effet, les techniques de combat et de renforcement de l'être se perfectionnèrent. L'héritage de Shaolin fut enrichi et interprété de manière différente par de nombreux experts. Beaucoup de styles naquirent alors d'un même concept. Certains misaient particulièrement sur le développement de la force physique, d'autres sur celle de l'emploi des énergies mécaniques et vitales. Les différentes distances de combat avec ou sans armes entraînèrent la création de boxes spécifiques. En 1840, l'Empire britannique déclara à la Chine la guerre de l'opium, qui, sous ses airs de croisade contre cette drogue des poètes, réputée pour rendre fou, n'était qu'un prétexte pour envahir la Chine aux côtés des autres colonialistes occidentaux. La défaite de la Chine face aux armes à feu des soldats étrangers fut telle que le peuple perdit une grande part de sa confiance en ses méthodes de combat à main nue ou à armes blanches. Mais plus dramatique encore, les Chinois mis à terre commencèrent à tourner le dos à leur propre culture et à la valeur du développement de l'être. En 1900, la révolte des boxeurs, qui opposa durant 55 jours une poignée d'artistes martiaux aux forces occidentales dans la ville de Pékin, acheva ce travail de destruction de la culture chinoise. De nombreux maîtres d'arts martiaux furent exécutés, d'autres parvinrent à fuir le pays. Conscient que le soudain mépris du peuple chinois pour sa culture allait entraîner la disparition des arts martiaux, le maître Huo Guangjia s'intéressa au fonctionnement des grandes écoles militaires occidentales et imagina sur ce modèle une réorganisation de l'enseignement du wushu, sous la forme de méthodes de développement de la condition physique. Cette réflexion aboutit à la fondation, le 7 juillet 1910 à Shanghai, de l'école Qinwu. Qinwu marque donc le départ de la transformation des arts martiaux en sport. En 1928, le premier tournoi sportif d'arts martiaux chinois est organisé à Nanjing. Les combats, sans catégorie de poids, ont une seule règle, ne pas attaquer le visage et les parties génitales. C'est un véritable massacre qui entraîne l'interdiction du combat sportif en Chine populaire durant plus de 20 ans. Parallèlement, le close combat se développe au sein de l'armée sur le modèle du sambo russe. La même année, la guerre civile fait rage et le temple Shaolin se retrouve être le théâtre d'une grande bataille. Durant 40 jours, il est en proie aux flammes et d'inestimables documents traitant des arts martiaux sont détruits. Le président Chiang Kai-shek ordonne alors la construction de l'Institut central d'arts martiaux de Nanking. Cet institut avait pour objectif de rassembler les experts des différents styles martiaux chinois afin de compiler les connaissances et de les préserver au moyen de différents types de supports. Malheureusement, ce programme fut interrompu par la Seconde Guerre mondiale. En 1945, la Chine tombe sous le régime communiste. La pratique des boxes est d'abord interdite puis réorganisée sous une forme purement gymnique au sein de l'Institut national athlétique. Il ne fallait surtout pas que les Chinois soient capables de se cultiver physiquement, martialement et spirituellement par la pratique des arts martiaux dont l'origine remontait au temple bouddhiste de Shaolin. De nombreuses révoltes avaient par le passé été menées par les artistes martiaux. Il ne fallait surtout pas permettre le regroupement d'individus autour de méthodes d'entraînement au combat. Les communistes prirent donc soin d'éliminer toute forme d'application martiale réaliste et transformèrent le wushu en un art d'expression corporelle acrobatique et esthétique. Le wushu est ainsi devenu une discipline spectaculaire, mêlant chorégraphie, acrobatie et attitude guerrière. Heureusement, quelques rares styles ont survécu sous leur forme d'origine, grâce à une transmission discrète ou à une migration des maîtres vers Taïwan, Hong Kong, Okinawa ou l'Occident. Dans les années 70, le phénomène Bruce Lee permit aux Occidentaux de découvrir les arts martiaux chinois sous le nom de Kung Fu. En 1979, le combat sportif sort des armées pour devenir le sanda et concurrencer les formes de sport de combat international. De nos jours, de nombreux maîtres et historiens tentent de retrouver l'essence du wushu et la Fédération internationale encourage deux courants de pratique, le courant moderne et le courant traditionnel, en accordant à chacun d'eux les moyens nécessaires pour promouvoir et transmettre leurs visions différentes du même art. Mais le mal est fait. Comment retrouver ce qui a été détruit volontairement par différents régimes politiques pendant près de 140 ans? Et même si nous retrouvions les savoirs disparus, les générations actuelles de pratiquants seraient-elles capables de les comprendre et d'y consacrer leur vie? Il reste assurément beaucoup de leçons à tirer de l'histoire des arts martiaux et des légendes qui viennent la romancer. Il reste aussi la trace d'un courant de pensée qui, lorsqu'il était compris et adopté, poussait les hommes à suivre une voie de perfectionnement censée les mener vers le bonheur et la paix. À l'heure où les masses ne voient dans les arts martiaux qu'un moyen d'écraser l'autre ou de briller en société, quelques écoles perpétuent encore la tradition.